Alors, bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chester Civelli, que peu de monde connaît encore, mais que nous allons rencontrer et apprendre à connaître. Alors, il nous a apporté 3 livres que je ne connais absolument pas. Il m'a dit juste avant de commencer l'émission qu'il espérait justement que nous soyons tous dans ce cas pour nous offrir 3 lectures différentes. Le premier, c'est celui de Ogawa Ito, la papeterie Tsubaki. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi recommander cet ouvrage inconnu? Alors, c'est un roman qui se passe au Japon d'une jeune femme qui vient reprendre la papeterie de sa grand-mère et puis qui fait aussi le travail d'écrivain public. Et c'est un livre que j'ai pris par hasard dans une librairie et qui m'a vraiment beaucoup touché. J'ai trouvé que c'était un magnifique roman. Donc, c'est pour ça que à recommander à tout le monde. À recommander à tout le monde, tout à fait. Et donc c'est au Japon? Ça se passe au Japon, oui. D'accord, alors je vais le recommander immédiatement à ma fille qui est une fan du Japon et qui ne connaît pas ce livre. Le deuxième, c'est un livre qui est en langue anglaise. Oui, je ne sais pas s'il existe en français. C'est bon, c'est The Poetry of Strangers, la poésie des étrangers, on va dire ça comme ça, qui est un ouvrage collectif ou bien non, de Brian Sonia Wallace. Alors pourquoi particulièrement ce livre? C'est aussi un livre que j'ai pris par hasard parce que le titre me parlait bien. Et en fait, c'est cet écrivain, Brian Sonia Wallace, qui, dans une période de transition où il était entre 2 jobs, a décidé de faire l'expérience de vivre pendant 1 mois de sa machine à écrire, d'aller dans la rue et d'écrire des poèmes pour les gens. Et c'est une démarche qui m'a beaucoup plu, et que j'ai prise moi-même après, alors pas dans le but d'en vivre, mais simplement pour le fait d'aller rencontrer, de me mettre dans des nouvelles situations pour écrire de la poésie. Et donc c'est les expériences qu'il a vécues à la suite de ça, avec sa machine à écrire, en voyageant à travers les États-Unis. C'est vraiment très sympa. Alors j'ai vu récemment un format sur une mini vidéo, je crois que c'est des informats TikTok, où il y avait quelqu'un qui, à New York, avec sa machine à écrire, faisait des petits poèmes pour les gens qu'elle rencontrait. C'est exactement ce principe-là. Et c'est quelque chose qui est très, très répandu aux États-Unis, puisqu'il raconte, il dit on se rencontre, il y a des réseaux de poètes comme ça, mais en Europe, pour l'instant, j'ai pas encore eu la chance d'en rencontrer. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas encore aussi développé, j'ai l'impression. Et puis alors, le dernier, c'est a priori, c'est celui que je voudrais personnellement lire. C'est Béate Attitude, femme poète de la Beat Generation. C'est une anthologie qui est établie par Annalisa Marie Pegroum, la Beat Generation au féminin. Ouais. Alors, de quoi parle-t-on Alors là, c'est simplement de la poésie. C'est un livre de poésie bilingue, chaque fois anglais-français, et qui justement parle de ces autrices de la Beat Generation. Donc le principe, c'est une page en anglais, une page en français, immédiatement traduite. Exactement. On améliore son anglais et on perfectionne son français. Et on découvre ces autrices-là qui en fait ont toujours été là, qui ont écrit des œuvres magnifiques et qui sont vraiment méconnues. Parce que si on pense Beat Generation, on pense Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, éventuellement aussi Gary Schneider. Que des hommes, alors qu'il y a justement une ribambelle de femmes qui ont écrit des textes magnifiques. Ouais, alors je recommande à tous la lecture de Sur la route, je crois que je l'ai lu 3 fois, de Jack Kerouac, un indispensable pour ceux qui aiment ça. C'est d'ailleurs à ce livre que le titre m'a fait penser. Oui, je veux juste conseiller un livre ici, celui de Joël Genser, Le garçon qui ne prenait jamais de but. Ceux qui aiment le football et puis surtout une certaine forme d'écriture. Enfin, j'ai passé un magnifique moment avec Joël Genser que je vous recommande. Et puis, je vous recommande aussi, à l'occasion des 70 ans, 70 ans diraient les Français, la sortie de ce numéro spécial de l'Express. Certains diront que c'est un média dominant. Je dirais que c'est un média qui m'a accompagné de longues années depuis mon adolescence.
Et voici ici l'anthologie. Alors, j'ai pris l'habitude de donner une petite définition surprise à mon invité du dictionnaire du diable. Alors, naturellement, que ça a été très facile pour choisir le mot pour Chester Civelli, c'est celui de poésie. Alors, je vous demande une petite réaction. Naturellement, on est là dans un livre caustique et ironique, une définition un peu particulière. Elle est assez courte. La poésie, forme d'expression particulière sur les contrées qui commencent au-delà des magazines. Qu'est-ce que ça suggère comme première pensée? Ça me suggère que l'ironie est plutôt du côté des magazines que de la poésie, dans le cas de cette définition-là. Parce qu'en tout cas, comme je la comprends, c'est justement qu'il y a quelque chose d'un peu au-delà du magazine dans la poésie. Et avec ça, je devrais être d'accord, plus ou moins. On va dire que ça dépend des magazines, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a une recherche qui va peut-être plus loin, que ça dépend dans quelle façon on y va. Alors, si j'ai pris cette définition, c'est évidemment parce que vous avez pris un risque considérable, un acte de liberté fantastique, c'est celui de créer une petite maison d'édition dans le champ poétique. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est-elle? Et puis, peut-être nous décrire le pourquoi de cet acte singulier. Donc, c'est les éditions des Fleurs. Alors déjà, pourquoi les éditions des Fleurs? Ça vient au moment où j'ai décidé vraiment de faire cette maison d'édition. La phrase d'Henri Matisse, « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », m'est venue en tête. C'est une phrase que j'aime beaucoup et que je trouve qui fait l'analogie avec la poésie, où il y a de la poésie partout pour qui veut bien la voir. Donc, les éditions des Fleurs en référence à cette phrase qui est en exergue sur chacun des ouvrages. Mais on va parler, avant de parler de poésie, on va parler un tout petit peu économie. Est-ce que le monde de l'édition souffre de tout ce qui a trait à l'aspect argent de la chose? Est-ce que c'est possible de réussir sur le plan économique dans le champ de la poésie, alors que c'est tellement difficile dans le champ du polar, dans le champ des essais, du fantastique, de la fantaisie? C'est quelque chose dont je n'ai pas encore une réponse définitive, puisque je suis vraiment à la première année. C'est vrai que cette première année, financièrement, est assez compliquée, mais c'était attendu, d'une part parce que la poésie n'est pas le grand best-seller du genre littéraire, d'autre part parce que c'est une nouvelle maison, donc je pouvais difficilement aller faire des recherches de fonds sans catalogue, sans référence. Donc je savais que cette première année n'allait pas forcément être bénéficiaire, mais ça m'a permis de monter un catalogue, d'avoir des échos de la presse, d'avoir des premières rencontres, de créer un réseau. Et de manière générale, je suis très satisfait de cette première année qui va maintenant donner une assise solide pour pouvoir aborder la deuxième année, 2024. Et à ce moment-là, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine et je pourrais dire si c'est viable ou pas. Alors, pour inciter les gens à aller, le catalogue, il y a quoi, une dizaine d'ouvrages maintenant. Peut-être juste citer deux. Alors là, je sais que c'est très difficile parce que quand on accompagne tous ces auteurs, on ne voudrait pas faire de trucs. Mais disons pour qu'on découvre ces petits, lesquels tu suggères de prendre? Je suggérais de prendre, ce serait l'ensemble. Mais si je dois parler de deux, je parlerai des deux nouveaux. Donc il y a celui Oh la ville en ruine, Ey Harebe Hayat de Umut Akar, qui est un poète kurde qui est réfugié en Suisse à Morges et qui a écrit ses poèmes en turc et traduit lui-même en français. Donc c'est aussi une version bilingue, aussi avec les deux textes vis-à-vis, qui est un recueil qui est très puissant. Illustré ou non illustré? Non illustré. D'accord. Mais qui est très puissant et qui est... il faut s'accrocher. Et puis le prochain qui sort, le 11 novembre, c'est d'un poète de Martigny, Bernard Grange, qui a écrit Patience du givre, et qui est vraiment très très différent, qui est très ancré en fait dans le paysage montagneux du Valais, et qui est beaucoup de petits poèmes, donc qui est aussi plus aéré à lire, qui est très agréable. Alors j'ai eu entre les mains notamment un de ces petits
livre qui était complètement illustré, avec une écriture manuscrite. Tout à fait. Peut-être juste citer ce Ouais, troisième. c'est Les Flaques de Veliarchi, qui est donc un duo poético-graphique avec une poétesse qui a écrit les textes et un artiste qui les a illustrés. D'accord. Et alors maintenant, quand on débute une maison d'édition, comment on rencontre les auteurs? Parce que j'imagine qu'au bout d'un certain moment, il y a des textes qui peuvent venir chez les éditeurs, mais dans le cas particulier, comme on est tout au début, qu'il y a déjà une dizaine de poètes, comment vous les avez rencontrés? Bon, les deux premiers ouvrages, c'était les ouvrages entre guillemets crash test. Donc pour ne mettre personne dans l'embarras, c'est des ouvrages que j'ai écrits moi-même. Donc j'ai commencé ça l'année passée, j'ai publié 2 ouvrages pour tâter le terrain. D'accord. Je me suis dit... Le même format, voilà, même format. C'est un petit format carré, nous avons oublié l'un et l'autre le livre ce matin, je le présenterai à l'occasion d'une prochaine émission parce que c'est des petits formats très sympas. Carré, alors comment l'idée déjà du format, parce que c'est quelque chose de spécial le format. Le livre c'est un tout. Hein, c'est tout à fait... bon, déjà les couvertures sont assez similaires, donc une couleur unie en fond, une illustration simple et puis un cadre. Ça c'est vraiment dans le but de donner une ligne graphique reconnaissable assez rapidement. Puis le format carré c'est venu d'un des 2 livres justement sur lequel je travaillais, qui est des formats très très courts, une dizaine de lignes maximum. Et pour que le poème vive sur la page, le format carré me semblait plus adapté qu'un format traditionnel un peu allongé. Et donc c'est venu naturellement et un format qui plaît assez, donc qui reste. Donc on a compris comment l'éditeur a rencontré son premier poète qui est lui-même. Tout à fait. Mais alors le prochain, le différent, comment c'est venu? Une fois que j'ai fait ce test et que j'ai vu que ça fonctionnait, que les libraires prenaient mes livres et que les ventes se suivaient suffisamment en tout cas pour que je me dise que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. J'ai la chance aussi de faire partie de la Société des écrivains et des écrivaines valaisans, où il y a toute une section jeune, donc moins de 30 ans, qui est très active, qui a beaucoup de création, il y a un foisonnement, mais qui n'a pas forcément de publication. Et donc j'ai proposé à plusieurs personnes, notamment Anaïs Sierro ou Velia de Veliarchi, Silentidze, qui sont 3 personnes qui sont publiées maintenant, de proposer un manuscrit et ça a donné 3 des ouvrages qui sont là. Donc c'est par ce biais-là que j'ai trouvé les premiers auteurs. Est-ce qu'il y a une limitation formelle de cadre, notamment au niveau de la quantité de caractères, on va dire simplement, et de signes typographiques qui est imposée en quelque sorte? Alors pour le format vraiment livre imprimé, parce que je propose 2 formats, ce format de livre imprimé et un format de feuillet, mais pour le format livre imprimé, par souci de qualité et d'avoir des ouvrages qui sont donc avec un dos cousu plutôt qu'un dos collé, il faut un certain nombre de feuillets parce que c'est par feuillet de 16 et l'imprimerie ne travaille pas en dessous d'un certain nombre. Alors ça implique un nombre plus ou moins minimum, mais qui est très difficile à définir parce que selon l'arrangement des phrases, selon le nombre de poèmes, on ne va pas avoir le même nombre de pages. En général, c'est entre 40 et 60 poèmes pour arriver à quelque chose qui rentre dans ce cadre-là. Mais il y a le deuxième format, le format feuillet, qui est un format beaucoup plus court, qui est un format limité, c'est 30 exemplaires sans réimpression, mais qui permet à des auteurs, des autrices de proposer des recueils plus courts et d'être publiés à compte d'éditeur, d'avoir une déclaration ISBN, donc d'être vraiment publié dans un premier temps sans avoir le souci d'un ouvrage trop conséquent. Oui, parce qu'il faut dire, cette petite maison d'édition, c'est vraiment une vraie maison d'édition. Tout à fait. C'est pas du tout du partage de frais, du partenariat, etc. Non. On a affaire ici à un vrai éditeur qui se lance dans le champ de la poésie. Ouais. Alors, les premiers émois poétiques qui vous reviennent au moment où tout d'un coup on décide de faire cette maison d'édition, on se dit tiens, il y a des poètes, à un moment donné j'ai rencontré la poésie, probablement dans vos jeunes années, c'était quoi? Alors pour moi c'est très très facile de savoir exactement quel poète, quel poème m'a vraiment ramené dans la poésie, puisque c'est La mort du loup d'Alfred de Vigny,
qui, quand j'étais vraiment, alors ça c'était il y a encore plus longtemps, quand j'étais vraiment tout jeune, j'avais un Walkman avec une cassette de poésie audio enregistrée, et c'était les comédiens de la Comédie Française qui lisaient ça, et je pense que c'était la version... Donc en audio. En audio. Parce que moi je l'ai découvert au collège, dans les analyses Oui, alors de texte, ça j'ai eu bien sûr après, mais justement quand j'étais vraiment tout jeune, je pense que je devais avoir 5-6 ans. Ah, carrément, oui, oui. C'est quand c'était encore à la mode, les voilà. Walkman. Et j'écoutais cette poésie, et La mort du loup, lu par Gérard Philippe, vraiment un texte qui est très visuel, et la troisième partie devient un peu plus métaphorique, mais j'avais vraiment ces images, et quand je suis arrivé au collège, que j'ai recommencé à m'intéresser à la littérature, à l'étudier, j'avais ces phrases qui revenaient sans avoir écouté ou relu le poème depuis des années. Et donc, grâce aux phrases, j'ai pu retrouver le poème, et c'est là, en fait, en me disant, mais ça fait 8 ans que j'ai pas lu, entendu, et il est toujours là. Est-ce qu'on ne se sent pas des fois isolé quand on aime la poésie et qu'on est au collège? Ou bien c'est un mythe que de penser que finalement la poésie, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur par ses collègues de travail, je dis, les étudiants. Alors en études, c'est vrai qu'on était un groupe de 3-4 personnes qui nous intéressions particulièrement à la littérature en dehors de son utilité à nous procurer des bonnes notes. Mais de manière générale, aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente du fait justement d'aller dans la rue, d'écrire des poèmes. C'est que les gens ont un réel intérêt et une réelle curiosité envers la poésie, et c'est peut-être en fait le format livre, le format un peu froid peut-être de la poésie écrite dans un livre, dans une librairie, qui va faire barrière, alors que quand on amène la poésie dans l'espace public, de manière parlée, quand on entend les gens, alors il y a cette barrière, j'ai l'impression, qui tombe, et les gens ont plus facilement l'envie d'aller vers la poésie. L'accès poétique, il devrait être privilégié par le son de la voix plus que par la lecture, ou bien... Ça, je pense que de toute façon, la poésie, dans son essence même, est faite pour être lue, entendue, déclamée, criée, chantée. C'est vraiment... La poésie écrite a son intérêt pour certains jeux de mots peut-être qui s'entendent moins à l'oral, mais pour moi la poésie, il faut vraiment l'entendre et la faire vivre. Et puis durant l'adolescence, après cette découverte de La mort du loup de Vigny, très tôt, donc, est-ce qu'il y a eu une constance dans la lecture de la poésie, ou bien il y a eu un trou où on a passé à autre chose? Non, alors j'ai eu un trou dans la lecture entre 12 et 17 ans, ça oui. Et à 17 ans, c'est là que j'ai retrouvé de Vigny, mais en même temps découvert Flaubert et d'autres littératures qui m'ont vraiment fait réaliser à quel point ça pouvait être beau et intéressant. Et depuis, c'est vrai que j'ai constamment écrit, alors à des rythmes plus ou moins soutenus, mais de la poésie, j'en ai toujours écrit depuis, donc ça fait une dizaine d'années. Et puis, je pense que vous avez eu cette remarque en disant, mais ok, c'est fantastique la poésie, la littérature, mais c'est un peu de la folie dans notre monde, compte tenu des aléas, d'avoir à payer ses coûts, son loyer, etc. Comment on résout cette question quand on se lance dans la poésie finalement, dans la littérature? Oui, bien sûr, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, je n'ai pas une réponse définitive à ça. Je vois un potentiel, je pense que potentiellement c'est viable, en tout cas en tant qu'éditeur. Et mon but après, du coup, en tant qu'éditeur, au-delà de publier les textes, c'est aussi de défendre cette poésie, de défendre les auteurs et les autrices de poésie pour un peu réenchanter le monde. Ça, c'est souvent ce qu'on me dit aussi avec la poésie, c'est que c'est vrai qu'on a besoin de la poésie pour réenchanter le monde, parce que parfois, c'est vraiment des descriptions du monde tel qu'on les connaît, et il y a juste un mot, une tournure de phrase qui va faire que ça va amener quelque chose de différent. On va voir une feuille, une couleur, un geste d'une manière différente qui va donner une nouvelle saveur. On voit le sourire dans les yeux d'autrui lorsqu'on a cette rencontre entre l'oralité de la poésie et la réception par l'oreille de celui qui écoute. Oui, tout à fait. Justement, là, c'était samedi qu'on a fait
ce grand événement de poésie à Payot, à Sion, et où il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là au moment où on a dit bon, on va commencer, on va lire. On a eu, je pense, bien 30-40 minutes de lecture de poésie où les gens étaient debout dans une librairie avec des livres partout, plein de choses à voir, et les gens étaient là, étaient attentifs, écoutaient, concentrés, vraiment avaient une attention, et ça c'est magnifique. Je n'ai pas vu toute la séquence, mais il y a une séquence notamment sur la guerre qui était on ne peut plus actuelle par rapport aux événements de Palestine et d'Israël. Hein. C'était un moment très fort, et effectivement les gens étaient concentrés sur les mots transmis de façon éclatante. Et puis aujourd'hui, votre activité elle est aussi liée à la MEL, Maison des écrivains et des écrivaines et de la littérature. C'est ça. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler ici avec 2 ou 3 personnes de cette... Mais comment décrire ce qu'est la MEL? Et puis, je pense que c'est assez important par rapport aux jeunes, parce qu'on a vu que la Société des écrivains valaisans, il y a un mouvement de fond qui vient de la jeunesse, qui est assez étonnant, et qui n'est pas encore répertorié dans le public, mais cette association, cette société, elle est en train de grandir aussi à travers des jeunes. Alors peut-être expliquer le lien entre ça et la MEL peut-être. La MEL, elle a pour vocation d'être un outil, un lieu, une ressource pour toute personne, et j'insiste vraiment sur le toute personne, qui s'intéresse de près ou de loin à l'écriture sous toute forme, quelle qu'elle soit, et à travers ses ateliers, ses formations, ses rencontres, ses mises en réseau, elle propose vraiment une ressource très intéressante et très polyvalente pour toute personne qui veut se former, qui veut découvrir, qui veut s'essayer à la littérature. Elle propose un lieu aussi. Parce que un lieu magnifique, hein, dans le château de Monté. Hein, voilà. Donc, ça, on conseille à tout le monde de s'y rendre. Je ne connais pas les heures d'ouverture. C'est le lundi toute la journée, le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée. Et donc, votre fonction là, aujourd'hui, à l'intérieur de... Je suis assistant administratif. On est 2 assistants administratifs et une directrice. Ça, c'est pour les employés. Et puis, il y a le comité... Pratiquement, ça consiste à quoi? Une tâche quotidienne, professionnelle Alors, on a beaucoup de travail en ce moment sur la recherche de fonds, parce que ça, c'est le souci de toute association culturelle aujourd'hui, c'est de savoir comment on va financer ça. Donc ça a beaucoup occupé notre activité ces derniers temps. Et la réception à ce sujet, est-ce que le monde économique est réceptif ou il fait de l'obstruction, puisqu'on sait que ce champ culturel est quelquefois, on va dire, mal vu, parce que prétendument inutile, alors que nous savons... Oui, tout à fait. Mais alors, on va dire que la réception du champ économique est toujours ambivalente, dans le sens que le projet, dans ce qu'il propose, est innovant, donc suscite un engouement, mais d'un autre côté, du fait de son innovation, est difficilement classable, rentre difficilement dans les cases, et du fait de la difficulté pour le champ culturel de trouver des subventions, qui a été en plus... cette difficulté a été augmentée avec la crise du Covid, qu'on en sent encore les conséquences aujourd'hui. En fait, le milieu économique et les fondations notamment sont sursollicités, ce qui fait que au moment où on a une trop grande sollicitation, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner très strictement aux critères, et donc tout projet qui ne rentre pas spécifiquement dans les critères va être écarté, et malheureusement c'est ce qu'on a beaucoup eu avec la MEL, c'est très bien, mais vous ne rentrez pas dans les critères spécifiques, parce que justement c'est une structure innovante qui fait tellement de choses différentes, qui est un peu protéiforme et qui est difficilement classable. Est-ce que vous pouvez susciter une certaine jalousie auprès d'autres associations culturelles, dans la mesure où les fonds octroyés aux associations culturelles sont déjà
très limitées et où on les connaît, parce que contrairement aux grands projets de construction, etc., on ne sait pas où va l'argent. Mais là, c'est vraiment classé, on veut savoir que telle association reçoit tel montant, etc. Il y a une sorte de transparence, parfois même excessive, dans les distributions de fondations. Chacun épie l'autre. Et tout d'un coup, on a ce projet fantastique qui a monté, qui va devoir chercher du financement. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes que peut-être il y a des détournements dans le sens des prédilections données à ce projet qui est quasi-institutionnel, hein, on peut le dire, par rapport à des associations privées, théâtrales, de musique, ou etc., qui cherchent aussi des fonds auprès des mêmes personnes. Ça serait légitime si on n'était pas transparent sur notre but et notre façon de fonctionner, mais en fait, à la MEL, il y a une visée de professionnalisation et de soutien de la culture littéraire en tant que profession, vraiment. Pas en tant que hobby, pas en tant que travail à côté, en tant que profession, vraiment en tant que profession principale. Et donc il y a aussi une volonté de collaboration qui est énorme. On a eu une 30aine de collaborations l'année passée avec toutes sortes d'institutions culturelles, que ce soit des théâtres, que ce soit des festivals. Et donc on n'est vraiment pas là pour amener une concurrence, on est là pour amener une plateforme et un outil à disposition des professionnels du champ littéraire. Quand on a un outil, un lieu déjà, parce que c'est un lieu d'abord, hein, c'est un lieu, c'est un château, et vraiment j'invite tout le monde à s'y rendre, mais quand on a un lieu comme ça, comment on se projette, disons, dans 5 ans? Ça serait quoi la vue de développement harmonieux, optimal de la MEL dans 5 ans? Si nous nous renvoyons dans 5 ans ici... en fait, je pense que le but ultime, c'est soit que les écrivains et les écrivaines de tous bords, donc débutants comme confirmés, s'emparent de ce projet, puisque ça reste avant tout une association. En tant qu'employé, on est là... S'empare, ça veut dire quoi Justement, en tant qu'employé, nous, on est là, on est employé par l'association, c'est-à-dire qu'il y a un comité, c'est eux qui gèrent, nous, on est là pour mettre en application ce que le comité décide. Et nous, je pense, je parle en mon nom, mais j'imagine aussi en nom de mes collègues, ça serait que vraiment les écrivains et écrivaines, en tant que membres de cette association, soient le moteur de ce projet, soient là pour donner la direction à la MEL, faire des propositions et vraiment prendre une part active à ça, puisque une association, elle est dans le meilleur des cas tirée et dynamisée par ses membres. Et je pense que ça, ce serait vraiment... Ça pourrait être un lieu de résidence d'artistes. On sait que des écrivains, là on parle des écrivains, mais pourraient venir de l'étranger et demeurer, travailler durant une certaine période, ou bien c'est... Alors, je sais pas. Je sais qu'il y a un lieu de résidence déjà au château de Montet. Et comme je disais, notre but, c'est pas de venir faire concurrence à quoi que ce soit qui existe déjà. Donc, potentiellement, c'est pas exclu, mais en tout cas, c'est pas dans les priorités. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Dans les priorités, alors, parlons des priorités. Les ateliers d'écriture, par exemple, c'est des priorités. Voilà, là, on est une association qui est toute jeune, hein, ça fait 1 année qu'elle existe. La priorité aujourd'hui, c'est d'asseoir la MEL, d'asseoir sa légitimité, de la faire connaître au public cible autant qu'au large public, pour pouvoir asseoir la MEL en tant qu'institution légitime dans le paysage culturel. Ça, c'est vraiment la priorité. Il y a des soirées lecture, par exemple, ou bien par les écrivains ou Alors, c'est une proposition, le lieu est à disposition. On a eu Etche qui est venu, c'est une jeune association montésane qui a publié en tout cas un recueil, peut-être plusieurs. Il y a eu Gore des Alpes qui est venu faire un vernissage. Donc c'est quelque chose qui est faisable. On met le lieu à disposition. Nous, on s'attache vraiment à la professionnalisation, donc la formation, des ateliers d'écriture, etc. Mais le lieu est à disposition des auteurs, des éditeurs, des libraires. Il y a eu le club de lecture l'année passée avec la médiathèque de Montet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a des liens étroits. On a reçu ici sur ce divan le
chef du service de la culture, monsieur André Dubois. Est-ce qu'il y a des liens, par exemple, avec Alain Dubois, qu'il m'excuse. Qu'il m'excuse. D'ailleurs, je vous conseille de lire ce moment, c'était vraiment un de mes meilleurs passés ici avec lui, que je ne connaissais pas. Et quelles sont les relations qu'il y a entre le service de la culture et puis la MEL? Alors on a la chance d'avoir des liens étroits avec le service de la culture, et notamment Alain Dubois est un fervent défenseur du projet de la MEL. On le remercie beaucoup à cet égard, parce que je pense qu'il a bien conscience de l'utilité et de la nouveauté du projet que propose la MEL. Donc pour ça, on est très reconnaissant du soutien. Et puis alors là, de par votre fonction, vous avez une ouverture sur les types d'écrivains. Et c'est vrai, j'ai entendu hier, je ne sais pas, mais je crois qu'en 2022, il y a eu 40 productions valaisannes d'écriture de livres qui sont sortis. C'est quand même un chiffre qui est assez remarquable finalement. À l'étranger, en Suisse, en Valais, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit... c'est une forme de reconnaissance indirecte ou disons d'une nécessité d'avoir un lieu comme la MEL. Mais oui, alors ça c'est clair. On a justement, à travers cette Société des écrivains et des écrivaines valaisans, moi j'ai la chance de pouvoir côtoyer certaines personnes et de voir à quel point en Valais on a un terreau littéraire qui est riche, varié, innovant, dynamique et qui est encore assez peu mise en avant. Et ça, c'est justement une de mes missions avec cette maison d'édition que j'ai fondée. C'est aussi de montrer, ben oui, regardez, la production littéraire, elle existe, elle est de qualité et elle vaut la peine d'être mise en avant, quoi. Puis comment on développe une maison d'édition? Dans l'esprit, on se dit, bon là, on est tout au début. Mais déjà, on est distribué, je pense, par l'Office du livre ou bien non, pas encore. Je m'occupe moi-même de la distribution. Ça veut dire des rencontres avec les libraires. Exactement, c'est aussi le but. Et est-ce qu'on reçoit une sorte de reconnaissance de la part du libraire? Lorsqu'une petite maison comme ça vient, est-ce que l'accueil est chaleureux ou bien il est un peu suspect? Oui, justement, en fait, je pense que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, je ne passe pas par un diffuseur, c'est parce que une des valeurs que je revendique avec cette maison-là, c'est le contact. Retourner au contact des gens, que ce soit les auteurs, les autrices ou les libraires, parce que j'ai l'impression que trop souvent aujourd'hui dans le monde du livre, on est par intermédiaire, que ce soit quand vous envoyez le manuscrit à une maison d'édition, ça se passe par mail, c'est passé par une réceptionniste qui va passer au relecteur, qui va passer ensuite au comité de décision. Et en fait, vous ne rencontrez pas les gens, vous avez des emails un peu froids, vous envoyez au diffuseur, c'est le diffuseur qui envoie, et les libraires ne connaissent pas les personnes, ne connaissent pas les auteurs, Et ça, c'est quelque chose que je voulais un peu court-circuiter d'une certaine manière, c'est d'aller voir les gens, dire, ben voilà, rencontrer les personnes, faire des liens, et ça, je pense que ça fait la différence, et du coup, les libraires sont plus ouverts à ça. Parce que la rencontre avec le libraire, elle est fondamentale pour la découverte du livre par le lecteur. Tout à fait. Parce que c'est pas une séance de dédicace, un beau vernissage qui suffit pour qu'un livre rencontre son public. Et encore plus en poésie, je pense. Non, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, pour l'instant, tous les retours que j'ai sont très positifs. Là, j'ai encore eu un message des libraires de Payot pour remercier du beau moment qu'on a passé samedi à faire vivre la poésie dans leur librairie. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin et qu'il faut vraiment encourager. On a encore plusieurs séances de dédicaces qui viennent à la fin de l'année. Faire vivre les librairies à travers la poésie, c'est quelque chose que je trouve assez magnifique. Est-ce que chez les auteurs, je ne parle pas spécialement de votre maison d'édition, mais chez les auteurs, il n'y a pas un sentiment, disons, de difficulté extrême à rencontrer le lecteur, même à travers ces zones de dédicaces, parce qu'on voit des fois des gens qui n'arrivent pas à signer, etc., et qui sont là des après-midi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinairement frustrant finalement dans cet aspect de la chose littéraire? Oui, c'est possible, c'est possible. Après, peut-être que c'est encore différent pour les personnes qui écrivent de la prose,
parce que par exemple en prose, c'est peut-être plus compliqué de faire une lecture. Si on a un manuscrit de 300 pages, même 200 pages, de faire une lecture de ça envers son public, on va faire des extraits, mais ça n'a pas la même vocation à être oralisé que la poésie. Et en ça, peut-être que la poésie a un avantage là-dessus, c'est que par sa nature orale, de faire des lectures de poésie, ça a tout à fait son sens. Moi, je pense qu'un écrivain qui fait de la prose, même un roman de 300 pages, etc., de qualité, on devrait prendre n'importe quelle page et pouvoir la lire à haute voix et ressentir quelque chose de différent. C'est peut-être ça la différence entre littérature et la pose d'un petit témoignage. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que si on prend un extrait d'un roman, par exemple, on va prendre au milieu du roman, l'extrait lu en dehors du contexte ne va pas avoir le même impact que le moment où vous le lirez après avoir lu tout le début. Tandis que peut-être que la poésie a cet avantage-là, on peut lire un poème en entier dans une lecture. C'est là que je voulais en venir. Et qu'il y a vraiment cette nature orale derrière la poésie qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe à la lecture de la poésie qui fait vraiment vivre la poésie. Mais bien sûr que la lecture d'un... Mais si on lit Proust, n'importe quelle page de la recherche du temps perdu, on prend un moment de lire 3 pages et on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, quel que soit le contenu. Parce que la langue de Proust est justement très poétique par essence, je trouve. Aussi. Je trouve qu'il y a justement une recherche du mot, de la construction de la phrase qui, tout en étant de la prose, est très poétique. Chez Proust, puisqu'on parle de... Est-ce que vous imaginez, après des développements qu'on devine pas, si vous voulez, qui resteront la poésie, pour qu'elle éclate dans le public de manière vraiment en volume, on sent que c'est très difficile, même en étant très performant. Est-ce que vous vous dites à un moment donné, mais peut-être il y aura une collection dans mon entreprise, en quelque sorte, qui serait dans un tout autre champ littéraire que celui qui est aujourd'hui confiné à ces petits carrés poétiques? Honnêtement, pour l'instant, non. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif est de rester toujours autour de la poésie. Alors, je n'exclus pas, par exemple, des ouvrages qui parleraient de poésie, mais faut que ça ait un lien vraiment direct avec la poésie, parce que l'idée même de fonder cette maison, c'est de la consacrer à la poésie. Et le graphisme, alors là, on a pris ce livre avec les fleurs, etc. Ça a une importance aussi, et c'est un signe poétique, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que après, bon, bah, voilà, ça c'est quelque chose de purement marketing, mais malgré tout, quand on a un bel objet dans les mains, parce qu'on sent, en prenant ces petits livres, on sent que c'est aussi un objet. Hein. Ouais, voilà. Y a pas mal d'auteurs qui me disent, mais pour moi c'est important, l'objet livre en tant que tel, et il faut que ça ne soit pas détruit, ça doit conserver. On n'a pas envie, c'est pas un magazine, hein, c'est un peu la réflexion qu'on se dit, c'est pas un magazine, on a un objet qui est... Oui, j'ai envie de reprendre cette petite définition. Forme d'expression particulière, c'est la poésie, donc sur les contrées qui commencent au-delà des magazines. Alors nous avons des magazines ici, et je sais déjà que celui-ci que je représente va finir à la poubelle, tandis que vos petits livres, on sent qu'en réalité c'est un objet un peu précieux qu'on va mettre dans un coin, que peut-être on va pouvoir ressortir selon les aléas de notre prise visuelle de notre bibliothèque. Tout à fait, et puis j'entends que j'ai vraiment une recherche sur la couverture, sur le graphique, sur le papier qu'on va utiliser. Et c'est vrai que tout ça, quand on a un beau papier dans les mains, quand on voit un choix de caractère qui est plaisant, tout de suite ça attire l'œil, ça donne envie de lire plus que les 3 premières pages. Donc ça, c'est aussi un travail qui est fait. Est-ce qu'il y a une sorte de fierté, non pas d'avoir créé le livre, mais la maison d'édition, par rapport à l'histoire que vous avez contée de Vigny et du loup? Ah oui, c'est sûr, c'est une fierté, et surtout en fait beaucoup de reconnaissance et de gratitude aux auteurs et aux autrices qui m'ont fait confiance pour publier leur ouvrage, parce que c'est bien beau de dire « Ah, moi j'aime la poésie, je vais faire une maison d'édition », mais si on n'a pas de manuscrit qui rentre,
Est-ce qu'on peut dire à des jeunes auteurs, peut-être à des moins jeunes aussi, qui pourraient vous adresser le manuscrit vous avez déjà reçu librement, c'est-à-dire pas en demande oui, tout à fait. Là, Umut Akar, dont le livre a été publié la semaine passée, c'était un manuscrit qui m'est parvenu. Bernard Grange, c'est aussi un manuscrit qui m'est parvenu. Donc là, j'ai le temps de ça, c'est personnellement vous qui les choisissez maintenant. Voilà. Il n'y a pas encore un comité de lecture. Non, alors malheureusement, étant vraiment au début et visant aussi dans cette maison d'édition comme à la professionnalisation du métier, je ne veux pas demander à des gens de faire du travail bénévole. Et donc pour l'instant, je n'ai pas les fonds nécessaires pour rétribuer quelqu'un d'autre. Alors pour l'instant, je fais ça. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question un peu ironique, est-ce qu'on peut dire que la poésie sera préservée de ChatGPT dans tous les cas de figure? Oui, ça aucun risque. On n'a pas ce même risque qu'avec les scénaristes, par exemple, à Hollywood, qui se plaignent que leur travail pourrait être pris d'assaut par le problème n'est pas tellement le risque que ce soit fait. Le problème dans ce cas-là, c'est que les producteurs ne veulent pas donner les garanties que ça ne le sera pas. C'est là que réside tout le problème. C'est que quand on leur dit « Est-ce que vous êtes d'accord de signer un contrat qui dit que vous vous engagez à ne pas utiliser ChatGPT », les producteurs disent non. Ce qui sous-entend qu'ils réfléchissent à la possibilité de l'utiliser. C'est ça le problème. Parce que moi, je prends le problème dans l'autre sens. Je me dis, mais laissez faire, laissez ChatGPT écrire des livres, écrire des recueils. Parce que de toute façon, en fait, ça va bénéficier. Ce qui est le cas, sur Amazon, j'ai lu un article l'autre jour, il y a 2000 livres qui sont décrits par ChatGPT. Oui, et puis après Amazon... Sur les fleurs, les recettes de cuisine, etc. Et puis Amazon prend ensuite le contre-pied en disant on va interdire la publication de plus de 2 livres par jour par le même auteur pour assurer que c'est pas de la production de 2 livres. C'est rigolade. Enfin, c'est aberrant. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que au bout d'un moment, si le marché est saturé par des productions dont on ne sait plus l'origine, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retourner justement vers les petites maisons d'édition, vers le contact, vers toutes ces... Il y a une nouvelle, je ne suis pas lecteur de science-fiction, mais on m'a fait état d'une nouvelle qui aurait été publiée en 1953 de d'un auteur de science-fiction, dont le pitch en quelque sorte, c'est la création d'un outil d'intelligence artificielle qui écrit de la prose, des romans, etc. Et la fin du livre, qui est dramatique, la fin du livre, c'est que finalement les auteurs connus de ce moment de création, 1953, une sorte de ChatGPT de l'époque, eh bien les auteurs acceptent de signer de leur nom des textes dont aucun mot n'émane d'eux-mêmes. C'est de la folie, c'est la folie marketing par rapport à la qualité présumée d'un auteur qui donne son nom pour recevoir une rétribution alors qu'il n'a pas écrit un seul mot. Là, je pense que c'est tout à fait... Oui, et puis c'est aussi Noël Reva aussi. La direction contraire que vous voulez suivre. Oui, tout à fait. Mais pourquoi Noël Reva aussi écrit un livre là-dessus, l'Infini Livre, je crois, ça s'appelle. Et c'est justement aussi dans un monde où le livre est un objet qu'on n'ouvre plus. Et les écrivains sont simplement les personnes dont le nom est là, sont des stars de télé qui sont invitées partout pour le lancement de leur livre. On parle de leur livre, mais on ne l'ouvre jamais, on ne le lit pas. Donc ça, c'est une thématique qui est récurrente. Aujourd'hui, on a la concrétisation de cette thématique. On est sur le fil du rasoir à se dire dans quelle direction est-ce que ça va pencher. Mais moi, je ne me fais pas de soucis, en tout cas, justement, dans la poésie et dans cette volonté d'être au contact, parce que je me place derrière cette volonté du contact, de rencontrer les personnes, de rencontrer les libraires, les auteurs, de travailler sur le texte. Pour moi, ça, c'est une garantie d'authenticité que des textes produits par les intelligences artificielles ne pourront jamais avoir. Est-ce qu'il y a une crainte que les jeunes soient moins attachés à l'objet livre et puis soient sur les tablettes, les téléphones, etc. Non, pas vraiment. Même les liseuses. Même les liseuses. Hein. Oui, mais non, je ne crois pas tellement, parce que justement, quand les liseuses sont arrivées au tout début, il y a quelques années, on a dit ça va complètement remplacer les livres. On constate bien que ce n'est pas le cas. Et puis en fait,
Comment vous expliquez-vous, par exemple, Mais alors, à titre personnel, moi, j'aime avoir l'objet dans les mains, et puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le livre est un objet en lui-même, le type de couverture, le graphisme, le papier, et chaque livre a un papier différent. Cette manière d'aborder le livre, elle ne se perdra pas. Non, je pense pas. Et puis, en fait, les outils numériques, pour moi, au contraire d'être quelque chose qui va tuer le livre, c'est une porte d'entrée vers la lecture, parce que si on y réfléchit bien, ces réseaux sociaux, on n'a jamais autant lu. Alors, on est d'accord qu'on lit moins des classiques de la littérature qu'on trouve peut-être un peu passés de mode, mais quand on est sur Facebook, ces trucs, ces machins, on lit tout le temps à longueur de journée, on lit toujours. Et en fait, c'est notamment la poésie, par exemple avec Instagram et ce qu'on appelle l'insta-poésie, des poèmes très courts, souvent un peu en lien avec le développement personnel, mais ça a fait un regain d'intérêt pour la poésie. Et même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, c'est une porte d'entrée vers la poésie. On va se dire, mais la poésie, finalement, c'est beau, ça m'intéresse et je vais aller voir autre chose. Vous avez rencontré naturellement des auteurs. Hein. Vous avez insisté sur le mot rencontre avec l'hiver. Vous avez rencontré des auteurs. Comment se fait-il finalement qu'ils ont écrit de la poésie? Qu'est-ce qui les a mus, en quelque sorte, pour écrire de la poésie? Ces gens-là que vous avez rencontrés, je ne sais pas, un ou deux exemples où vous dites, voilà, il a suivi ce chemin. Alors, je peux parler que du cas de Umut Akar, par exemple, puisque lui l'a explicité vraiment dans ses présentations. Les autres, je ne leur ai pas posé la question. Mais lui dit que, en fait, c'est une forme d'expression. C'est comme il a un parcours migratoire, il est réfugié politique, donc c'est quelque chose d'assez dur. Et il disait, pour lui, c'est vraiment une manière de s'exprimer, d'extérioriser tout ce qu'il a vécu, ce qui le tenait au fond de lui, et de l'extérioriser, de le mettre sur papier. Et pour lui, c'était un peu cet exutoire, la poésie. Pour les autres, je ne saurais pas dire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un immense poète catalan, qui est également un gars de romans, des romans à 300 personnages, 1200 pages, etc. Mais il dit, le réel est la chose le plus importante dans ma vie, c'est la poésie. C'est la poésie où je suis peut-être au plus près du réel de la vie. Oui, bien sûr, bien sûr. La poésie, ça s'inspire du monde. Sans le monde, on n'a pas de poésie. Sans les belles choses qu'on voit, sans les couleurs de l'automne, le soleil d'été, la neige, c'est ça qui inspire la poésie. Les rencontres qu'on fait, c'est le monde. Et en fait, je pense qu'en tant que poète et poétesse, on a un rapport qui est vraiment d'étonnement au monde, d'ouverture au monde, et c'est ça l'essence même de la poésie, bien sûr. Je dis quelquefois, moi je suis né en 1958, donc j'étais une partie du siècle précédent, une partie. Si je devais faire une distinction vraiment arbitraire, c'est que je trouve que ces 20 dernières années, disons, dans tous les métiers, peut-être presque le plus dans le mien, qui est celui du droit, mais dans tous les métiers, je lis pas mal de magazines, etc., on a une perte de la valeur des mots. J'ai envie de dire que Orwell, il est parmi nous, etc. Qu'est-ce que ça inspire au poète que vous êtes, cette affirmation qui est mienne, d'une perte de valeur et de sens des mots? C'est vrai, j'exagère ou bien... C'est une question à laquelle j'aurais difficilement une réponse. Parce que d'un côté, peut-être que certains mots perdent leur sens, perdent l'utilisation, mais d'un autre côté, on assiste aussi à un renouveau, à des nouveaux mots qui émergent, à des nouvelles façons de s'exprimer. Et puis, ça c'est une chose. Et d'autre part... l'emploi excessif des mots valises, par exemple. Des mots valises. Des mots, finalement, le blabla, des mots dont on ne comprend plus la signification concrète. Oui, ben ça je pense que c'est... Je pense qu'il y a une partie qui est liée au discours politique, malgré tout, où on a ce truc de la langue de bois, justement, d'envoyer ces mots valises. Est-ce qu'on peut dire que la poésie, ça serait le contraire de la langue de bois? Je pense, oui. Je pense que si on fait de la poésie dans le but de faire de la poésie, parce que comme toute forme d'art, on peut la faire dans un but mercantile, et à ce moment-là, on va chercher à être au plus proche de l'attente du public, et donc on va pouvoir faire de la poésie langue de bois, bien sûr, ça existe. Mais si on fait vraiment... J'ai l'impression que si on est
une âme d'artiste et qu'on veut faire de la poésie pour l'art, alors on ne peut pas écrire de la langue de bois. On est obligé d'être honnête avec soi-même et avec les mots qu'on utilise. Est-ce que c'est une découverte de soi aussi que de faire de la poésie ou de la lire? Alors, d'en écrire, certainement, parce que je pense que, comme le dit très justement Umut, il y a une partie de la poésie qui est un exutoire, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va publier tout ce qu'on écrit. Il y a beaucoup de poèmes que j'écris que je ne vais pas publier parce que c'est trop personnel, parce que ça ne fait pas sens pour un public plus large. Et d'ailleurs, chez certains auteurs et autrices avec lesquels j'ai travaillé, il y a aussi eu le cas où j'ai dit, ce poème-là, est-ce que tu es vraiment sûr que ça a un intérêt pour un public extérieur? Et parfois oui, parfois non. Et puis, dans lire, bien sûr, des fois, on va lire juste une phrase, 2 mots, et ça va avoir une résonance presque comme un tremblement de terre intérieur qui va faire... C'est magnifique. Et ça ne s'explique pas, c'est vraiment... À un moment donné, cette phrase, c'était celle qu'on avait besoin d'entendre ou celle qui nous touche par rapport à ce qu'on vit à ce moment-là. Et c'est vrai que pour ça, c'est très fort. Le son en poésie est très important. Hein. Oui, bien sûr. Et si je vous dis que je suis tout le temps, chaque fois piqué lorsque vous utilisez le mot autrice, ça me pique. Je me dis ça, c'est le contraire du mot poétique. Non, je crois pas. Je crois pas. Ça ne choque pas que je vous dise cette femme est une magnifique écrivain. Ou bien est un magnifique écrivain. Ou est une magnifique écrivaine. Écrivaine, j'aurais plutôt tendance... Oui, parce que après, si on prend une vision historique, ça existait, écrivaine. Et puis, à un certain moment, on a décidé, non, on va masculiniser certains métiers. Mais je trouve, moi, c'est plutôt l'inverse qui me trouble, c'est quand on va dire, cette femme est un écrivain. D'accord. Pourquoi? Enfin, pour moi, ça ne fait pas sens. Mais voilà, après, je vais pas... La calligraphie, la façon les caractères, typographie, c'est aussi important. Oui. Est-ce que visuellement, c'est pas choquant de voir, par exemple, de mettre ces administrés E.S. dans le langage inclusif strict? Mais... Moi, ça me... Il dit quoi l'éditeur par rapport au visuel? Alors, j'ai déjà publié des textes avec des points médians, donc c'est pas quelque chose qui va me déranger, mais en fait, tout dépend de la démarche. Par exemple, dans des textes administratifs qui concernent justement des personnes, toutes personnes... L'action profession, par exemple. Oui, je trouve que ça fait sens, parce que si on va au fond de la démarche... Enfin, moi, c'est une démarche que je soutiens, la démarche de visibilisation des personnes, quelles qu'elles soient. Mais après, par exemple, dans un roman... Vous seriez pour un accroissement du langage épicène dans les maisons d'édition? Alors attention, épicène ne veut pas forcément dire .E.S. Épicène veut dire qui englobe l'ensemble. Et on peut trouver des formulations, tout le monde, ben voilà, c'est un masculin englobant, et il n'y a pas de forme. Est-ce qu'il y a eu une discussion lorsqu'on a créé la dénomination de la MEL, Maison des écrivains et des écrivaines et de la littérature, avec ce double E? Est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que c'est significatif? Alors ça, je ne saurais pas vous dire, j'étais pas là quand ça s'est décidé, donc je ne pourrais pas dire. D'accord. Écoutez, j'ai eu un grand plaisir, et je le dis à Chester Sivelli et à sa maison d'édition des Fleurs. Merci pour ce moment. Merci beaucoup.